Cette histoire ne parle pas de rois et de reines. Elle parle d'une querelle vieille de 200 ans entre deux continents, menée avec des mots, pas avec des armes. Et cela a commencé ici, à Versailles. Avant de commencer, pensez à liker et à vous abonner pour recevoir la notification de notre prochaine vidéo. Pour comprendre cette querelle épique, nous devons d'abord remonter au XVIIe siècle et au règne de Louis XIV. Le château de Versailles était plus qu'une simple résidence royale. C'était un puissant outil d'hégémonie culturelle et politique. Louis XIV, le roi Soleil, a fait du français la langue du pouvoir absolu, non seulement en France, mais à travers l'Europe. À Versailles, toute la vie de cour, de la diplomatie au théâtre, se déroulait exclusivement en français. Le français est devenu la lingua franca internationale de l'aristocratie et de l'élite éduquée. La langue française, raffinée et codifiée par des institutions comme l'Académie française, était considérée comme l'incarnation de la clarté, de la logique et de la sophistication. C'était la langue du pouvoir. Cette prééminence s'est poursuivie à travers les Lumières, le français devenant la langue de la pensée philosophique et des nouvelles idées radicales. Des penseurs comme Voltaire, Rousseau et Diderot ont tous écrit en français, leurs œuvres circulant dans les cercles intellectuels d'Europe. La langue française était désormais considérée non seulement comme la langue des cours royales, mais aussi comme la langue de la raison et du progrès. Elle était à l'apogée absolu de son influence mondiale, une langue associée à la fois à l'ancien monde du pouvoir monarchique et au nouveau monde de la pensée révolutionnaire. Sa position semblait inexpugnable. La bataille linguistique avait déjà été gagnée, du moins en apparence, dans les salles opulentes de Versailles et les salons de Paris. Mais les graines d'une lutte bien plus longue et complexe étaient en train d'être semées dans un contexte totalement différent, le projet colonial. À mesure que le pouvoir français s'étendait, sa langue aussi, mais avec une différence cruciale. En Europe, le français était une langue de prestige, adoptée par les élites. Dans les colonies, c'était une langue de coercition, imposée aux populations sujettes. Les 19e et 20e siècles ont vu la France établir un vaste empire colonial en Afrique. Et avec lui est venue l'imposition systématique de la langue française. Les administrations coloniales, les écoles et les systèmes juridiques étaient tous menés exclusivement en français. L'objectif n'était pas d'offrir le français comme langue de choix, mais d'en faire une nécessité pour la survie et la mobilité sociale. C'était un acte d'assimilation linguistique, une tentative délibérée d'effacer les cultures et les langues indigènes et de les remplacer par une identité française. La langue, qui avait autrefois été le véhicule des idées universelles de liberté en Europe, était maintenant la langue de l'oppression coloniale en Afrique. Cela a créé un ressentiment profond et durable. L'élite africaine, éduquée en français, se retrouvait souvent dans un double lien culturel. Elle parlait couramment la langue de ses colonisateurs, mais cela se faisait au détriment de son propre patrimoine culturel. Cette tension allait finalement donner naissance à un nouveau mouvement qui remettait en question la nature même de la langue française et sa relation avec le continent. Lorsque les nations africaines ont obtenu leur indépendance au milieu du XXe siècle, une nouvelle querelle linguistique a commencé. La question n'était plus d'accepter ou de rejeter la langue française, mais de la réclamer et de la redéfinir. La langue de Versailles, autrefois un outil de domination, était maintenant réutilisée comme un outil d'unité nationale. Dans les pays comptant des centaines de langues locales, le français est devenu une lingua franca neutre pour l'administration de l'État et un pont entre divers groupes ethniques. C'était un choix pragmatique, mais c'était aussi un acte de défi puissant. En choisissant de conserver le français, cette nouvelle nation ne se soumettait pas à leurs anciens maîtres coloniaux, elle s'appropriait la langue et la pliait à leurs propres desseins. Cette nouvelle forme de francophonie a été défendue avec le plus de ferveur par Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal, un poète et un philosophe. Il ne considérait pas le français comme une imposition coloniale, mais comme un héritage culturel partagé, une langue de lumière qui pouvait servir de pont vers d'autres cultures et de véhicule pour une nouvelle littérature africaine vibrante. C'est à ce moment-là
que la vieille querelle a commencé à se transformer. La relation n'était plus celle de maître et de sujet, mais de partenaires égaux dans un espace linguistique partagé. La langue française n'était plus seulement la langue de Versailles, elle était désormais aussi la langue de Dakar, de Kinshasa et d'Abidjan, parlée avec des accents différents, imprégnée de nouveaux mots et utilisée pour exprimer une réalité distinctement africaine. C'était un défi culturel direct à la définition même de la francité. Aujourd'hui, cette querelle vieille de 200 ans est loin d'être terminée. Elle se manifeste de manière subtile, depuis les débats sur la pureté linguistique jusqu'à la représentation des voix africaines dans les médias français. La langue française a été irrévocablement changée par son voyage de Versailles à l'Afrique. Le nombre de locuteurs français en Afrique est aujourd'hui bien plus important qu'en France même, et l'avenir de la langue est de plus en plus lié au continent africain. Cela a conduit à une dynamique de pouvoir fascinante et complexe. La langue française n'est plus la propriété exclusive de la France. C'est une ressource mondiale partagée et la conversation sur son avenir est désormais menée, dans une large mesure, par des intellectuels, des artistes et des dirigeants africains. L'écran partagé avec lequel nous avons commencé est une métaphore de toute cette histoire. L'opulence et le pouvoir singulier de Versailles ont donné naissance à une langue qui était une arme de contrôle. Mais dans le monde vibrant et complexe de l'Afrique moderne, cette même langue a été prise, transformée et maniée dans un but différent. L'unité nationale, l'expression culturelle et le dialogue mondial. La querelle n'est plus entre la France et ses colonies, mais entre une vision traditionnelle et centralisée de la langue et une vision nouvelle, dynamique et pluraliste. C'est une histoire de pouvoir, de résistance et, en fin de compte, d'une langue qui, dans son voyage à travers un vaste océan, a trouvé une nouvelle vie et un nouveau sens. Un héritage qui a commencé avec l'ambition d'un roi et s'est terminé par la réclamation défiante d'un continent. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.